Alors aujourd'hui, on va plonger dans une période vraiment intense de l'histoire africaine. On va parler des mouvements de résistance contre le colonialisme européen, plus précisément en Égypte, au Soudan et en Somalie à la toute fin du 19e siècle. Et ce qui est frappant avec ces soulèvements, c'est leur ferveur, leur détermination. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà une citation qui donne le ton, n'est-ce pas? Elle résume parfaitement l'esprit de l'époque. On comprend tout de suite que ce n'était pas juste une question de territoire, non, c'était bien plus profond, une défense acharnée de leur identité, de leur culture, de leur religion. Alors la question c'est, concrètement, comment est-ce que cette flamme a pris? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Ok, donc on va se pencher sur 3 grands fronts. D'abord, l'Égypte et sa révolution urabiste. Ensuite, direction le Soudan pour la guerre sainte mahdiste. Et là, vous allez voir, c'est un mouvement d'une toute autre nature. Et pour finir, la Somalie, avec un djihad qui a duré 20 ans. 20 ans. Ces 3 mouvements sont bien distincts, mais ils ont un point commun, un vrai fil conducteur. C'est ce défi lancé à la domination étrangère. Allez, on commence tout de suite avec l'Égypte. Premier cas d'étude, donc l'Égypte. La révolution qui a éclaté là-bas, elle est vraiment née d'un sentiment nationaliste très fort. C'était une réaction directe à 2 choses. D'un côté, l'ingérence européenne qui devenait de plus en plus pesante, et de l'autre, la corruption du gouvernement local, qui était perçue comme étant complètement à la botte des puissances étrangères. Quand on regarde les causes, on voit bien que c'était une véritable poudrière. Imaginez un peu le tableau. D'un côté, une crise économique terrible. Le pays est au bord de la faillite. La misère s'installe. De l'autre, ce contrôle étranger qui est vécu comme une humiliation permanente. Et puis, l'étincelle qui met le feu aux poudres, le mécontentement dans l'armée. Les officiers égyptiens sont discriminés, mal payés. Bref, le cocktail était absolument explosif. Et au cœur de toute cette agitation, il y a un homme, le colonel Ahmadou Rabi. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il ne sort pas de l'aristocratie. Non, il vient d'une famille de paysans. C'était un orateur né, un homme charismatique qui savait parler aux gens. Ses discours, souvent remplis de références au Coran, électrisaient les foules. Très vite, il est devenu le visage, le symbole de cette résistance égyptienne. Alors au début, tout va très très vite. La révolution connaît une ascension fulgurante. En 1881, c'est le premier succès. L'armée obtient ce qu'elle veut. À peine un an plus tard, en 82, ils sont au pouvoir. Un gouvernement curabiste est formé, une constitution libérale est mise en place. On pourrait croire que c'est gagné, mais cette victoire va être de très courte durée. Les puissances européennes, et surtout les Britanniques, voient leurs intérêts menacés et leur réaction va être rapide, brutale et décisive. 2000, c'est le nombre de tués égyptiens rien que pendant le bombardement et la chute d'Alexandrie. Ce chiffre, il est froid, mais il illustre de façon terrible le coût humain de cette intervention. La résistance a été courageuse, c'est indéniable, mais elle s'est heurtée à une puissance de feu écrasante. Le prix à payer a été extrêmement lourd. Alors, pourquoi cet échec? Évidemment, il y a la supériorité militaire britannique, c'est la raison principale. Mais ce n'est pas tout. Le mouvement était aussi miné de l'intérieur. Il y avait des conflits entre les chefs militaires et les civils. Et puis, il y a eu des erreurs stratégiques, des erreurs fatales. Urabi, par exemple, n'a pas bloqué le canal de Suez, laissant une autoroute aux Britanniques. Au final, la révolution a été écrasée. Et cet échec, il a ouvert la porte à 72 longues années d'occupation britannique. Ok, on quitte l'Égypte pour passer au Soudan. Et là, on change complètement de registre. La résistance prend une tournure radicalement différente. Oubliez le nationalisme, la constitution. Ici, le moteur, c'est la foi. Une ferveur religieuse intense, avec un but bien précis, établir un État islamique pur. Le mot-clé pour comprendre ce qui se passe au Soudan, c'est djihad. Pour les mahdistes, c'était une guerre sainte avec un objectif fondamental. Revenir à un islam des origines, un islam pur, purgé des hérésies, comme il disait, et ensuite répandre cette foi partout dans le monde, par la force si nécessaire. C'était une mission qui a inspiré une dévotion, mais vraiment absolue. Et l'homme qui porte cette révolution, c'est Mohamed Ahmad. Mais il est surtout connu sous un autre nom, un titre qu'il s'est donné, le Mahdi, c'est-à-dire le bien guidé par Dieu. En se proclamant Mahdi, une figure attendue dans certaines traditions islamiques, il a eu un impact phénoménal. Il a galvanisé des milliers de partisans, des gens qui étaient prêts à tout, y compris à mourir pour suivre sa cause. Regardez cette chronologie, c'est juste stupéfiant. Tout commence en 1881. Le Mahdi déclare sa mission et, contre toute attente, remporte une première victoire. 2 ans plus tard, son armée anéantit une force anglo-égyptienne. Et le point culminant, c'est 1885. Ils prennent Khartoum, la capitale. Le général britannique Gordon est tué. C'est un choc mondial. Et à partir de là, ils établissent un État indépendant qui va gouverner le Soudan pendant 14 ans. Mais voilà, cet État a connu une fin absolument tragique. On est en 1898, à la bataille de Karari. Près de 11 000 guerriers soudanais y ont été tués. On peut parler d'un massacre. Pourquoi ?
à cause de la technologie. L'armée anglo-égyptienne était équipée d'armes modernes, notamment les toutes nouvelles mitrailleuses Maxim. Face à ça, le courage des mahadistes ne m'y suffisait plus. Ce fut la fin, brutale et sanglante, de leur État indépendant. Allez, notre troisième et dernière étude de cas. Direction la Somalie. Et là, on a une histoire de résistance qui, franchement, défie l'imagination. On parle d'une guerre de guérilla qui a duré des décennies, d'une ténacité incroyable. Et tout ça mené par un seul homme contre non pas un, mais plusieurs empires. Pour bien comprendre, il faut regarder la carte de l'époque. Le territoire somali était en train d'être littéralement dépecé, partagé entre 4 puissances. L'Empire britannique, l'Italie, la France et l'Empire éthiopien voisin. La résistance somalienne, elle est née de ça. C'était une réaction non pas contre un seul occupant, mais contre la partition même de leur patrie. Et l'homme qui va incarner cette résistance, le voici. Seyyid Mohammad Hassan. Son message, son appel à son peuple était d'une clarté redoutable. Ne voyez-vous pas que les infidèles ont détruit notre religion et traitent nos enfants comme s'ils leur appartenaient? C'est direct. Pour lui, le colonialisme, ce n'est pas qu'un problème politique. C'est une attaque existentielle, une menace directe pour la foi et le mode de vie somali. Et cette lutte, elle va durer 20 ans. 20 ans. Pendant 2 décennies, cet homme et ses partisans ont tenu tête aux Britanniques, aux Italiens, aux Éthiopiens. En 1903, grosse défaite infligée aux Britanniques. En 1909, les Anglais sont même forcés de se retirer de l'intérieur des terres. Leur ténacité était juste remarquable. Et la résistance, en fait, n'a pris fin qu'à la mort de son leader, en 1920. La grande question, c'est comment a-t-il fait pour unir des clans qui, historiquement, étaient souvent en conflit? Eh bien, sa stratégie était double et assez géniale. D'un côté, l'appel à la religion. Il a rappelé à tous leur identité commune de musulmans. Et de l'autre, la poésie. C'est fascinant. Il a utilisé cet art, si important dans la culture somalie, pour rallier les gens et créer un sentiment d'appartenance à une même patrie. Bon, on a vu ces 3 cas. L'Égypte, le Soudan, la Somalie. Maintenant, essayons de prendre un peu de recul. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 3 mouvements de résistance si puissants? Mettons toutes les pièces du puzzle ensemble pour voir l'image globale. Ce tableau résume bien les choses. On a 3 leaders, 3 motivations un peu différentes. Urabi, c'est le nationaliste. Le Mahdi, c'est le leader religieux. Et Seyyid Mohammad, c'est un mélange des deux. Côté résultat, c'est vrai, sur le plan militaire, tous ont fini par être écrasés. Mais si on regarde plus loin, leur véritable impact, c'est la manière dont ils ont forgé un esprit de résistance qui a perduré bien après eux. Et voilà, on arrive au cœur de notre sujet. Si on doit retenir une seule chose, c'est ça. Qu'est-ce qui a rendu ces résistances si féroces, si acharnées? C'est le fait qu'elles n'étaient pas juste politiques. Elles étaient portées par une double flamme, une fusion surpuissante. D'un côté, l'amour de la patrie, et de l'autre, une conviction religieuse profonde. C'est ce mélange explosif qui a tout changé. Ce qui nous amène, pour finir, à une question pour aujourd'hui. Comment est-ce que les échos de ces luttes, de ce combat pour la foi et la liberté, continuent de résonner en Afrique du Nord-Est de nos jours? Parce que ces histoires ne sont pas juste des pages dans un livre, elles ont laissé un héritage complexe qui continue d'influencer la politique, la culture et l'identité même de cette région si importante. Voilà qui donne à réfléchir. Merci d'avoir été à l'écoute.